Mon fils m'a demandé de quitter sa soirée, alors j'ai souri, j'ai ramassé le dossier et je suis sorti. Le lendemain matin, il m'avait déjà appelé 42 fois. J'étais resté assis dans ma camionnette sur le parking pendant 11 minutes avant de me décider enfin à descendre. Le bâtiment ne ressemblait plus du tout à l'ancienne imprimerie en faillite qu'il était autrefois. Julien l'avait entièrement vidé, avait tout rénové et avait fait installer d'immenses baies vitrées tout le long de la façade. La nouvelle enseigne au-dessus de l'entrée, Lumina Solutions Numériques, était rétroéclairée en bleu et se découpait nettement contre le ciel d'octobre. C'est moi qui avais payé pour cette enseigne. J'avais payé pour la majeure partie de ce qui se trouvait à l'intérieur aussi, mais je n'y pensais pas vraiment en ajustant ma veste et en sortant le dossier cartonné du siège passager. Le dossier était épais. À l'intérieur se trouvaient 340 000 € de reconnaissance de dettes, de prêts commerciaux cautionnés et de chèques personnels que j'avais signés au cours des 4 dernières années, tous documentés et certifiés. Je n'avais pas prévu de l'apporter ce soir-là. Puis ma fille m'avait appelé dans l'après-midi en me disant « Papa, fais juste attention, j'ai un mauvais pressentiment concernant cette fête. » Alors j'avais pris le dossier. J'ai franchi les portes vitrées pour entrer dans une salle remplie de gens que je ne connaissais pas. J'ai compté environ 80 invités, peut-être plus. Le personnel du traiteur circulait entre des groupes de personnes vêtues de vêtements coûteux, portant des plateaux chargés de verrines, de crevettes et d'autres choses dont je ne saurais dire le nom. Un trio de jazz était installé dans le coin opposé. Tout brillait. Julien était près du centre de la pièce quand je l'ai repéré. Il portait un costume sombre que je n'avais jamais vu auparavant, une pochette en soie qui coûtait probablement plus cher que mon premier crédit auto, et ce genre d'assurance facile qui ne vient que lorsqu'on a décidé que la soirée vous appartenait exclusivement. Ma belle-fille Chloé se tenait à ses côtés, la main sur son bras, avec ce sourire figé et pratiqué des mondains. J'ai levé la main quand son regard s'est posé sur moi. Il a détourné les yeux. Je me suis frayé un chemin à travers la pièce. Julien. J'ai tendu la main pour cette poignée de main que nous avions toujours faite. Félicitations, cet endroit est incroyable. Il a jeté un coup d'œil à ma main. Puis à Chloé. Quelque chose est passé entre eux. Papa. Sa voix était basse. Et sèche. Je ne pensais pas que tu porterais vraiment ça. J'ai regardé ma tenue. Je portais un blazer gris anthracite, un pantalon bien repassé et de bonnes chaussures en cuir, la même tenue que j'avais mise pour mon propre dîner de départ à la retraite il y a 3 ans. Qu'est-ce qu'elle a, ma tenue? Rien. Il l'a dit de la façon dont les gens disent rien quand ils veulent tout dire. Chloé s'était déjà détournée pour saluer quelqu'un d'autre. J'ai trouvé un siège près du bord de la pièce, près d'un manche debout avec un petit centre de table florale. Une femme que je ne connaissais pas m'a fait un signe de tête poli avant de s'éloigner. J'ai posé le dossier sur mes genoux et j'ai regardé mon fil faire le tour de la salle. Il était doué pour ça. J'en avais toujours été fier. Il avait l'aisance de sa mère avec les gens, cette capacité à faire en sorte que son interlocuteur se sente comme la seule personne importante dans la pièce. Hélène était partie depuis 6 ans maintenant, et parfois, regardez. Julien se déplaçait dans une foule était ce qui se rapprochait le plus de la revoir. 1 heure passa. Les amuse-bouches circulaient. J'ai pris une assiette. Et j'ai mangé lentement en observant. Un homme, dont j'ai appris plus tard qu'il était un contact important dans le capital risque, a fait un court discours sur la vision et le leadership de Julien. Julien a répondu par des remarques polies et chaleureuses, mentionnant sa femme 2 fois, son équipe 3 fois, et son père 0 fois. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Puis Julien a tapoté à nouveau le micro. Il faisait une deuxième série de remerciements.
citant des personnes spécifiques par leur nom. Des partenaires commerciaux, des mentors qu'il avait trouvés tout seul, un ancien professeur qui avait cru en lui, un ami qui lui avait prêté un bureau au début. Pas un mot sur l'homme qui s'était porté caution solidaire pour le prêt commercial initial quand aucune banque ne voulait le toucher. Pas un mot sur la personne qui avait signé chèque après chèque lorsque les 2 premiers lancements de produits avaient échoué. Pas un mot sur l'entrepreneur de 63 ans qui avait passé ses week-ends à aider à vider et à reconstruire cette salle même. Je suis resté assis avec cela sur le cœur pendant un moment. Puis j'ai ramassé le dossier et je me suis dirigé vers le devant de la scène où Julien tenait toujours le micro. Papa. Sa voix était tranchante maintenant, de ce ton fait pour vous arrêter. Sans faire de scène. Ce n'est pas le moment. Je voulais juste te féliciter. En personne, ai-je dit. Sa mâchoire s'est contractée. Est-ce que tu peux? Juste. J'ai besoin que tu ne fasses pas ça maintenant, tu rends les choses bizarres. Qu'est-ce qui est bizarre? Chloé est apparue à ma gauche. Elle a touché mon coude, ses doigts étaient fermes. Bernard, a-t-elle dit, et la façon dont elle a prononcé mon prénom sonnait comme un avertissement. Pourquoi? N'irais-tu pas te prendre un verre au bar? On se verra plus tard. Ça fait 1h30 que je suis là, ai-je dit. Oui, et nous apprécions que tu sois venu. Elle me dirigeait par le coude maintenant, me poussant physiquement, et les gens à proximité commençaient à regarder. Mais Julien a des invités importants ce soir, et nous avons vraiment besoin qu'il soit concentré, tu comprends? Julien ne disait rien. Il me regardait avec une expression que je reconnaissais et que je détestais, le même regard qu'il m'avait lancé à 15 ans quand ses amis étaient là et que j'avais dit quelque chose qu'il jugeait embarrassant, comme si j'étais un problème à gérer. J'ai compris, ai-je dit. Je me suis arrêté de marcher. La main de Chloé a lâché mon coude. J'ai regardé mon fils pendant 3 secondes entières, assez longtemps, pour qu'il ne puisse pas prétendre qu'il ne m'avait pas vu. Puis j'ai ouvert le dossier et j'ai sorti le premier document, l'accord de prêt initial cautionné. D'il y a 4 ans, pour 180 000 €. Ma signature en bas. Côté de la sienne. Alors tu n'auras certainement plus besoin de moi pour continuer à couvrir ça, ai-je dit. Je l'ai plié une fois et je l'ai posé sur le manche debout à côté du centre de table. Puis j'ai plié le deuxième document. Les relevés de chèques personnels, et je l'ai placé par-dessus. Puis le troisième. Papa, qu'est-ce que tu profites de ta fête, Julien? J'ai ramassé le dossier vide, qui n'était plus qu'une pochette, et je l'ai glissé sous mon bras. C'est une belle salle. Je suis sorti par les portes vitrées. L'air de la nuit était froid et pur. Je suis resté assis dans ma camionnette un moment, les mains sur le volant, et je ne ressentais pas grand-chose à part de la fatigue. Puis j'ai démarré le moteur et je suis rentré chez moi. Je vis seul. Dans une maison de 4 pièces à Nantes, la même maison que Hélène et moi avions acheté en 1987. Julien a grandi dans cette maison. Tout comme ma fille Émilie, qui vit à 40 minutes de là, vers Angers, et m'appelle tous les dimanches sans faute. J'avais prévu de léguer la maison à parts égales à tous les deux, bien que ce plan ait toujours été plus une intention qu'un document officiel. J'ai nourri le chien, je me suis fait une tasse de thé et je me suis assis dans la cuisine avec les lumières tamisées. Le dossier était sur la table. Devant moi, vide. J'ai fixé le grain du bois et j'ai réfléchi à ce que je venais de faire. Mon téléphone s'est éclairé à 23h47, le nom de Julien est apparu. Je l'ai regardé sonner, puis il s'est arrêté, et 2 minutes plus tard, il s'est éclairé à nouveau. Je l'ai retourné face contre table et je suis allé me coucher. Le matin, il y avait 14 appels manqués. J'ai préparé le petit déjeuner, j'ai sorti le chien et j'ai appelé Émilie.
Je suis au courant. A-t-elle dit avant même que je puisse commencer. Chloé m'a envoyé un SMS à minuit, elle a dit que tu avais fait une scène à la fête et que tu avais bouleversé Julien. Quel genre de scène? Elle a dit que tu t'étais approché pendant qu'il parlait et que tu avais commencé à agiter des documents. J'ai raconté à Émilie ce qui s'était réellement passé. Quand j'ai eu fini, il y a eu un silence qui a duré assez longtemps pour que je vérifie si la communication n'avait pas coupé. Il ne t'a pas mentionné du tout, a-t-elle demandé. Pas une seule fois. Un autre silence. Papa, il va dire que c'est de ta faute, tu le sais, n'est-ce pas? Il le fait déjà. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé le dossier sur la table de la cuisine. Je vais aller voir quelqu'un. J'avais un avocat en tête, un homme nommé Maître Lefebvre, qui s'était occupé de la succession de Hélène et d'un litige de propriété que j'avais eu avec un voisin il y a 7 ans. Maître Lefebvre était méthodique, calme et parlait franchement, ce que j'appréciais. J'ai appelé son cabinet ce matin-là et j'ai laissé un message. Il m'a rappelé dans l'heure. Passé jeudi, a-t-il dit, nous verrons ce que nous pouvons faire. J'ai passé les 2 jours précédant ce rendez-vous à fouiller dans mes archives. J'ai tout retrouvé. La caution originale du prêt de 2019, les 4 chèques personnels que j'avais écrits en 2020 lorsque le premier lancement de produit avait capoté, pour des montants de 8 000, 12 000, 15 000 et 9 000 euros. Les factures de matériaux pour les travaux de rénovation, les 47 000 euros que j'avais versés pour ce que Julien appelait un investissement informel, et ce à quoi je réfléchissais maintenant plus sérieusement. J'ai tout mis dans un nouveau dossier, classé par date avec les totaux écrits dans la marge. Le chiffre en bas de page était de 3 cents. 40 200 euros. Julien a appelé 11 fois de plus durant ces 2 jours. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale. Je n'ai pas écouté les messages. Le jeudi matin, je me suis rendu en centre-ville et je me suis assis en face de Maître Lefebvre dans son bureau. Il a examiné les documents avec ce silence concentré dont je me souvenais. Quand il eut fini, il les posa sur le bureau et me regarda. Le prêt cautionné est intéressant. Dit-il, vous n'êtes pas l'emprunteur principal, mais vous êtes responsable. Voulez-vous formellement poursuivre le recouvrement, ou s'agit-il plutôt de clarifier votre position? Les deux, ai-je répondu. Les chèques personnels sont plus délicats sans contrat de prêt écrit. A-t-il déjà reconnu qu'il s'agissait de prêts plutôt que de cadeaux? Dans des SMS, oui. Je l'ai. Et il a écrit « Je te rembourserai quand nous serons rentables plus d'une fois ». Maître Lefebvre a hoché la tête. Imprimez-les. Ça aide énormément. Il a tapoté les factures de matériaux. Celles-ci vous appartiennent de plein droit. Vous avez effectué des travaux sur une propriété commerciale. Même des accords de main-d'œuvre informels peuvent être quantifiés. Il s'est adossé à son fauteuil. Bernard, le montant total ici est significatif. Quel résultat recherchez-vous réellement? J'y ai réfléchi. Je veux qu'il comprenne que ce que je lui ai donné n'est pas gratuit. Que cela a un poids. C'est un objectif différent de celui de récupérer l'argent. Je sais, mais je veux faire les deux. Maître Lefebvre a noté quelque chose sur son bloc-notes. Donnez-moi une semaine. Je vais rédiger une mise en demeure et nous verrons comment il réagit. Cela nous en dira long sur la suite. Je suis rentré chez moi en début d'après-midi, passant devant la sortie pour Angers sans m'arrêter. Émilie avait proposé de me retrouver pour déjeuner, mais je lui avais dit que je devais gérer cette partie seule. Elle avait compris. Elle avait toujours compris cela chez moi, même quand Julien ne le faisait pas. La mise en demeure est partie le vendredi suivant par courrier recommandé avec accusé de réception. Et par courriel.
Maître Lefebvre l'avait rédigé dans ce langage juridique. Précis et froid, obligations impayées, accords informels attestés par des communications écrites, demande de reddition de comptes sur les fonds avancés. Elle ne menaçait de rien directement. Elle rendait simplement le chiffre. Visible, 340 200 €. J'étais dans le garage en train de réorganiser mes bacs de rangement quand Julien a appelé le samedi matin. Cette fois d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai répondu avant de m'en rendre compte. Tu as vraiment engagé un avocat? Sa voix était tendue. D'une manière que je n'avais pas entendue depuis qu'il était adolescent et que je l'avais surpris en train de mentir sur l'endroit où il se trouvait. Pour m'envoyer une lettre? Comme si j'étais un étranger. Papa, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Bonjour Julien. Ne fais pas ça. Ne sois pas calme comme si c'était normal. Tu es parti de ma soirée et maintenant tu m'envoies des documents juridiques. Est-ce que tu réalises à quel point c'est insensé? Je réalise que c'est gênant pour toi. On dirait que tu essaies de détruire ce que j'ai construit. J'ai posé le bac que je tenais. Ce que tu as construit. Ai-je dit? Parlons de ce que tu as construit. C'est reparti. J'ai cautionné un prêt dont tu avais besoin parce que ton dossier n'était pas assez solide pour l'obtenir seul. Je t'ai fait 4 chèques en 2020 quand ton produit a échoué. Tu m'as dit que tu me rembourserais quand tu serais rentable. Est-ce que l'entreprise est rentable maintenant, Julien? Silence. La rénovation de ce bâtiment. J'ai sacrifié 8 week-ends. J'ai fait 3 heures de route à chaque fois. Je ne t'ai jamais rien demandé en retour, sauf d'être traité comme si j'avais ma place dans la pièce que j'ai aidé à bâtir. Ma voix restait égale. J'avais décidé avant cet appel que je n'allais pas crier. Mardi dernier, ta femme m'a conduit vers le bar par le coude comme si j'étais un clochard qui s'était égaré là. Chloé essayait juste de. Je n'ai pas besoin que tu m'expliques, Chloé. J'ai besoin que tu comprennes ce que tu me dois. Pas seulement l'argent. La décence humaine de base. Il resta silencieux. Un moment. Quand il reprit la parole, sa voix avait changé, moins tranchante. Plus prudente. Je t'enverrai quelque chose. Un chiffre. Nous pouvons convenir d'un plan de remboursement. Je ne suis pas intéressé par un plan de remboursement pour l'instant. Je veux savoir si tu comprends ce qui s'est passé. Je comprends que tu sois fâché. Ce n'est pas la même chose. Papa. J'ai 40 employés et 3 investisseurs qui t'ont tous vu t'approcher d'eux. Moi en plein discours avec une liasse de papier. Sais-tu à quoi cela ressemblait? Te soucies-tu de ce que cela a fait à ma crédibilité? J'ai failli rire. Ta crédibilité? J'ai repris mon bac de rangement. En voilà. Réponse à Maître Lefebvre. Il s'occupera du reste. J'ai raccroché. Le garage était calme, à l'exception du bruit d'une tondeuse de maison plus loin. Je suis resté là 1 minute, juste à respirer. Puis je suis retourné à mes cartons. Émilie est arrivée ce soir-là sans prévenir, ce qu'elle ne faisait presque jamais. Elle avait apporté des plats à emporter d'un restaurant italien d'Angers. Que j'aimais bien et nous nous sommes assis à la table de la cuisine comme nous le faisions quand les enfants étaient adolescents et qu'il fallait discuter d'eux. Quelque chose d'important. Il m'a appelé, a-t-elle dit. Elle émiettait un morceau de pain sans le manger. Il a dit que tu essayais de le ruiner. J'ai envoyé une lettre documentant ce qu'il me doit. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Je sais. Elle a levé les yeux vers moi. Qu'est-ce qui se passe? Réellement, papa? Au fond de tout ça? J'ai pris une longue inspiration. J'ai passé 6 ans après la mort de ta mère à me faire tout petit pour ne pas déranger. J'ai arrêté d'avoir des opinions. J'ai arrêté de demander des choses. J'ai trouvé comment être utile sans être encombrant.
J'ai regardé la table. J'ai donné à Julien tout ce qu'il demandait parce que c'était la dernière chose utile que je pouvais faire. Et lors de cette fête, j'ai réalisé qu'il avait décidé que je n'étais qu'une ressource. Pas une personne, une ressource. Émilie restait silencieuse. Il n'a pas dit mon nom une seule fois, ai-je ajouté. Pas une seule fois devant tous ces gens. J'étais dans cette salle pendant 1 heure et demie et j'étais invisible pour lui. La seule fois où il m'a remarqué, c'est quand je suis devenu gênant. Elle a tendu la main sur la table et a posé la sienne sur la mienne. Qu'est-ce que tu attends de moi? Rien. J'avais juste besoin de le dire à voix haute à quelqu'un qui m'aime. Elle est restée 2 heures et nous avons parlé de tout sauf de Julien. Quand elle est partie, elle m'a serré fort dans ses bras sur le pas de la porte. J'ai regardé les feux arrière de sa voiture jusqu'à ce qu'ils disparaissent au coin de la rue, puis je suis rentré et j'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Pas mieux, pas pire, juste différent. Comme si quelque chose qui avait été bloqué pendant des années se remettait enfin en mouvement. Je n'avais pas mis à jour mon testament depuis la mort de Hélène. Je le savais. Maître Lefebvre l'avait mentionné à chaque fois que j'avais travaillé avec lui. C'était l'une de ces choses que je repoussais sans cesse parce que le fer revenait à admettre que j'étais plus proche de la fin que du milieu. Et après le décès de Hélène, je n'étais pas en état de réfléchir clairement à tout cela. J'ai appelé Maître Lefebvre le lundi matin. Je dois mettre à jour mes dispositions testamentaires. Ai-je dit, tout? Je me demandais quand vous en viendriez là, a-t-il répondu sur le ton bienveillant d'un homme qui avait attendu patiemment. Passé mercredi. J'ai passé la soirée du mardi à revoir les chiffres. La maison valait entre 380 000 et 420 000 euros selon le marché. J'avais un compte d'épargne retraite, un portefeuille d'actions et une résidence secondaire à Vannes, dans le Morbihan, que j'avais acheté pour la louer il y a 15 ans et qui valait maintenant beaucoup plus que ce que je l'avais payé. En additionnant le tout, le chiffre se situait un peu au-dessus d'1 200 000 euros. Pas une fortune, mais pas rien. Non plus. 4 décennies de travail. Je me suis assis avec un bloc noté. J'ai écrit ce qui me semblait juste. Pas ce qui était attendu, mais ce qui était juste. Maître Lefebvre m'a guidé à travers tout cela le mercredi après-midi. Quand j'eus fini de parler, il regarda ses notes, me regarda, et hocha la tête. Une fois. Cela va créer un conflit, dit-il. C'est déjà le cas. La propriété de Vannes spécifiquement. Si vous la laissez à Émilie et que vous placez la part de Julien dans un compte bloqué sous condition, il contestera. Qui laissait? C'est mon bien, je l'ai gagné. Maître Lefebvre écrivit un moment. Et la maison? J'ai pensé à Émilie, qui m'appelait chaque dimanche. Depuis 6 ans, qui était venue le samedi précédent avec des plats italiens. Parce qu'elle sentait que j'avais besoin de compagnie, qui ne m'avait jamais demandé d'argent et ne m'avait jamais fait sentir que j'étais un problème à gérer. À parts égales, ai-je dit. Mais je veux que sa part ne soit libérée que sous certaines conditions. Quelles conditions? Qu'il règle d'abord la dette impayée envers moi. Et qu'il le fasse par écrit, avec une reconnaissance de la nature initiale de ces paiements. Pas comme des cadeaux, mais comme des prêts. Maître Lefebvre le nota. Et s'il ne le fait pas? Alors ça parira à un fonds de dotation pour les bourses scolaires. Je l'appellerai le fonds Hélène Morse. Maître Lefebvre leva les yeux. Quelque chose dans son expression s'adoucit légèrement. Le fonds Hélène Morse. C'est un beau nom. Elle a été institutrice pendant 31 ans, ai-je dit. Cela me semble juste. J'ai signé les nouveaux documents quelques jours plus tard dans la salle de conférence de Maître Lefebvre, avec son clerc et un notaire comme témoin. En signant chaque page, je me sentais plus calme que je ne l'avais été depuis des mois,
peut-être des années. Il y a quelque chose de clarifiant dans le fait de mettre les choses par écrit. Cela les sort de l'air ambiant où elles peuvent être déformées et discutées pour les rendre réelles. Julien avait répondu à la mise en demeure de Maître Lefebvre par l'intermédiaire de son propre avocat, un certain Maître Barrette, qui avait envoyé une lettre de 2 pages utilisant des mots comme « avancement de part successorale » et « don ». Manuel familial, pour décrire 340 000 € de prêt. Documenté. Je l'ai lu 2 fois, je l'ai posé et j'ai appelé Maître Lefebvre. Il prétend que l'argent était un cadeau, ai-je dit. Je sais. Son avocat est bon. C'est une position d'ouverture classique. Nous avons les SMS. Oui, nous les avons. Ils essaieront de les contextualiser. Langage informel, déclaration d'intention vague, etc. Maître Lefebvre marqua une pause. Bernard, je veux être direct avec vous. Un litige est coûteux et lent. Et cela vous ferait passer tous les deux par un processus très public et désagréable. Quelle est votre véritable priorité? J'y ai réfléchi. Honnêtement. Je veux qu'il soit obligé de dire à voix haute, dans un document signé, que cet argent était un prêt. Pas pour m'enrichir, pas pour lui nuire. Je veux que la vérité existe officiellement. C'est un objectif de médiation. Pas de procès. Alors faisons une médiation. Maître Lefebvre l'organisa. Dans les 3 semaines. Un médiateur neutre, une salle de conférence en ville. Les 2 avocats présents. Julien est arrivé avec Chloé, ce à quoi je ne m'attendais pas. Elle s'est assise à côté de lui dans un blazer cintré et n'a pas établi de contact visuel avec moi quand je suis entré. La médiatrice était une femme nommée Madame Duval, qui avait une autorité calme rappelant les bons professeurs, ceux qui savent gérer une salle sans jamais élever la voix. Elle a ouvert la séance en expliquant le processus. Chaque partie aurait le temps de s'exprimer. Rien de ce qui serait dit en médiation ne pourrait être utilisé dans un procès ultérieur. Le but était une résolution mutuellement acceptable. Julien a parlé en premier. Il était posé, de la même manière qu'il l'était à la fête. La version travaillée de lui-même. Il a décrit l'argent comme un soutien familial donné librement durant des années difficiles. Il a décrit les travaux de rénovation comme quelque chose que j'avais proposé de faire sans qu'on me le demande. Il a décrit la situation comme étant celle d'un père incapable d'accepter que son fils ait réussi par lui-même. J'ai écouté sans expression. Quand ce fut mon tour, je n'ai pas élevé la voix et je n'ai pas cherché la colère. J'ai décrit chaque transaction par sa date, son montant et son contexte. J'ai lu à haute voix les SMS où Julien avait spécifiquement utilisé les mots « prêt » et « je te rembourserai ». J'ai décrit les week-ends de rénovation méthodiquement, date, heure, travaux spécifiques effectués. J'ai décrit la soirée sans porter de jugement sur ce qui avait été dit ou non, racontant simplement les faits au moment où je m'étais approché de la scène. Puis j'ai ajouté une chose à laquelle j'avais mûrement réfléchi pendant le trajet. Je ne suis pas ici parce que j'ai besoin d'argent. Je suis ici parce que mon fils a décidé que la version de moi qui est utile, celle qui cautionne des prêts, signe des chèques et fait 3 heures de route pour manier le marteau, est une personne différente de celle qu'il a honte d'avoir dans sa soirée. Je veux qu'il comprenne que c'est la même personne et je veux un document qui le dise. Chloé regardait ses mains. Julien fixait la table. Madame Duval me regarda fixement et hocha la tête une fois. La médiation a duré 4 heures. À la fin, l'avocat de Julien a accepté un calendrier de remboursement de 180 000 € sur 3 ans, commençant 60 jours après la signature, ainsi qu'une reconnaissance écrite, soigneusement formulée mais sans ambiguïté, stipulant que les avances personnelles constituaient des prêts informels avec attente de remboursement, et non des cadeaux. Julien a signé sans me regarder.
Chloé a signé en tant que témoin. J'ai signé mon exemplaire et je me suis levé. Madame Duval a remercié tout le monde. Maître Lefebvre a serré la main de Maître Barrette. Julien a enfilé son manteau sans se retourner. Julien, ai-je dit. Il s'est arrêté mais ne s'est pas complètement tourné vers moi. Je suis fier de ce que tu as construit. Je veux que tu le saches. Il est resté un moment, le dos à moitié tourné. Puis il est sorti. Chloé a suivi. Maître Lefebvre a posé brièvement sa main sur mon épaule alors que nous quittions le bâtiment. Sur le parking, le vent de novembre était piquant. Je me suis assis dans ma camionnette et j'ai regardé la copie signée de la reconnaissance de dette dans le dossier sur le siège passager. Je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais fatigué, de cette fatigue qui survient après que quelque chose de long et difficile est enfin terminé. J'ai dîné avec Émilie ce vendredi-là. Elle avait choisi un restaurant à Angers qu'elle savait que j'aimais, une brasserie qui était là depuis que nous avions emménagé dans la région, le genre d'endroit qui ne change pas sa carte et n'en a pas besoin. Nous étions installés dans un box au fond et je lui ai tout raconté. Quand j'eus fini, elle resta silencieuse. Un moment. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, je vais découvrir à quoi je veux que ressemble la suite de ma vie. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? J'ai coupé un morceau de viande et j'y ai réfléchi. Je suis resté dans une sorte de salle d'attente depuis que ta mère est morte. Travaillant sur les projets des autres, allant sur les chantiers de Julien. Attendant les dîners de famille qui ne se faisaient plus. J'ai été utile mais j'ai été invisible, et j'ai laissé faire. J'ai posé ma fourchette. Je veux arrêter de laisser faire. Elle me regarda par-dessus la table. Papa. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai appelé un agent immobilier pour la maison de Vannes. Pas pour la vendre, mais pour la rénover. La rénover vraiment cette fois, comme j'en avais toujours eu l'intention. Et j'ai pensé à cette idée de projet de logement. Tu sais, le terrain vague près de l'ancien entrepôt de meubles dans le centre? Elle hocha la tête lentement. Il y a une association qui monte des projets de logements sociaux pour seniors. J'ai rencontré le directeur lors d'un événement local il y a 2 ans. Je l'ai appelé la semaine dernière. Il cherchait justement quelqu'un avec de l'expérience en construction pour conseiller sur un projet. J'ai repris ma fourchette. Il s'avère qu'être un entrepreneur avec 40 ans de métier est encore utile. Quelque part. Elle a souri, son premier vrai sourire depuis des semaines. Maman aurait adoré ça. Je sais. Nous sommes restés à table pendant presque 2 heures à parler de choses qui n'avaient rien à voir avec Julien. Son travail, qu'elle aimait bien mais qu'elle pensait quitter. Un homme qu'elle voyait depuis 3 mois et dont elle n'avait pas encore parlé, ce qui me disait que c'était sérieux. Un voyage qu'elle voulait faire au printemps, au Portugal. Peut-être ou en Espagne. Je suis rentré chez moi avec les fenêtres légèrement baissées malgré le froid, le chien m'a accueilli à la porte et je suis resté dans la cuisine un moment, à ne rien faire, juste à être dans ma propre maison. Et à sentir qu'elle était bien à moi. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un SMS. D'un numéro que je ne reconnaissais pas. Puis j'ai réalisé que j'avais bloqué le numéro habituel de Julien. Je l'ai lu 2 fois avant de répondre. Papa, j'ai entendu dire que tu participais au projet de logement avec l'association Solidarité Toi. Le directeur a mentionné ton nom lors d'une réunion où j'étais. Les gens ont une très haute opinion de toi. Je pensais que tu devrais le savoir. J'ai posé le téléphone, j'ai préparé du café et j'ai réfléchi à ce que j'allais répondre. J'ai écrit 3 versions différentes, je les ai toutes effacées et j'ai fini par envoyer 6 mots, merci de me l'avoir dit. Sa réponse est arrivée 4 minutes plus tard. J'ai réfléchi à ce que tu as dit lors de la médiation, sur le fait d'être la même personne. Je n'ai pas
Encore les mots justes, mais je pense comprendre ce que tu voulais dire. Je l'ai lu 3 fois. J'ai pensé à Hélène qui avait toujours cru que les gens pouvaient grandir si on leur laissait l'espace et une raison de le faire. Je me demandais si c'était de la croissance ou de la stratégie. Je ne savais pas s'il était encore possible de le savoir. C'est un début, ai-je répondu. Je n'ai pas eu de ces nouvelles pendant 3 semaines. Puis un chèque est arrivé par courrier recommandé, le premier versement du plan de remboursement, exactement. Le montant convenu, attends. Pas de mots, pas de carte, juste le chèque. Je l'ai déposé et j'ai mis le reçu dans le dossier que je gardais à cet effet. L'organisation s'appelait Solidarité Toinante et le projet était un complexe de 24 logements près du centre-ville, conçu spécifiquement pour des résidents de plus de 65 ans ayant de faibles revenus. J'ai rejoint le projet en tant que consultant bénévole en construction, ce qui signifiait que j'assistais aux réunions de planification, que je visitais le site et que je disais aux architectes quand quelque chose allait coûter 3 fois plus cher que prévu et pourquoi. C'était le moment où je m'étais senti le plus impliqué depuis des années. Lors de la première réunion de chantier, le directeur m'a présenté au groupe en mentionnant mon parcours. L'une des jeunes architectes, une femme nommée Inès qui ne devait pas avoir 30 ans, m'a regardé avec ce genre d'évaluation franche que les jeunes professionnels réservent aux plus anciens lorsqu'ils essaient de savoir si l'expérience est réelle. Combien de temps dans le bâtiment, a-t-elle demandé. 37 ans. Dont 20 à mon compte. Commercial aussi? Un peu. Plus récemment. Elle a hoché la tête et s'est retournée vers les plans. Mais elle a commencé à m'adresser ses questions après cela et, à la fin de la réunion, nous étions plongés dans une conversation sur le drainage des fondations que tout le monde avait fini par ignorer. Sur le chemin du retour, je réfléchissais encore au problème et j'ai réalisé que j'avais hâte d'être à la réunion de suivi de jeudi d'une manière que je n'avais pas connue depuis longtemps. J'ai appelé Émilie le dimanche. Comme d'habitude. Elle m'a demandé comment se passait le projet et j'ai parlé pendant 20 minutes sans m'arrêter, ce qui n'est pas dans mes habitudes. Elle a ri et a dit que je ressemblais à une autre personne. Je me sens comme une autre personne, ai-je dit. Dans le bon sens? Oui, dans le bon sens. La rénovation à Vannes avançait aussi, plus lentement que je ne le voulais mais sûrement. J'avais engagé un artisan local en qui j'avais confiance et j'y allais 1 semaine sur 2 pour vérifier les progrès. La propriété était une maison des années 60 avec une bonne structure qui avait été louée pendant 15 ans et qui avait besoin d'une sérieuse remise au goût du jour. J'y mettais de l'argent réel, le genre d'argent qu'on ne dépense que lorsqu'on a l'intention de garder quelque chose. Mon plan était de la garder, pas de la louer, pas de la vendre, mais de l'utiliser. Un endroit où aller quand j'avais besoin d'être ailleurs. Quelque part qui n'avait rien à voir avec la version de ma vie à Nantes. Hélène avait adoré Vannes et le golf. Nous avions parlé d'y prendre notre retraite. Un autre projet balayé par les événements. J'y suis allé un week-end d'octobre et j'ai passé 2 jours à inspecter les travaux en cours, à prendre des notes, à discuter de la disposition de la cuisine avec l'artisan. Le samedi soir, je me suis assis sur la terrasse avec une bière et j'ai regardé les dernières lueurs du jour quitter le ciel au-dessus de l'eau et j'ai ressenti quelque chose que je ne peux décrire que comme de la paix, pas du bonheur, quelque chose de plus calme que cela. L'absence de cette tension sourde que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié ce que c'était que de ne pas l'avoir. J'ai pensé à Julien. J'ai pensé à la fête, au dossier, à la médiation. J'ai pensé au moment où j'étais sorti par ces portes vitrées et où je m'étais assis dans ma camionnette, me sentant vieux et invisible. J'ai pensé à ce qu'il avait fallu pour cesser de ressentir cela. Ce n'était pas une seule chose. Ce n'était pas la lettre, ni la médiation, ni le testament. C'était la décision qui était venue en
premier et qui avait rendu tout le reste possible. La décision de cesser de me faire tout petit pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir plus grand. Hélène savait cela de moi. Elle me l'avait dit plus d'une fois, de sa manière douce et directe, que je donnais trop et que je demandais trop peu, et qu'un jour ce déséquilibre me coûterait quelque chose. J'avais toujours pensé qu'elle parlait d'argent. Il s'avère qu'elle parlait de quelque chose de plus difficile à remplacer. Le dimanche matin, je suis rentré à Nantes avec les vitres baissées et la radio allumée, chose que je n'avais pas faite depuis des années. Mon téléphone a vibré quelque part sur la route, un SMS de Julien me demandant si j'étais libre pour un appel dans la semaine. J'ai attendu d'être chez moi, que le chien soit nourri et d'avoir un café devant moi avant de répondre. Mercredi soir, ça marche, ai-je écrit, après 19 heures. D'accord, a-t-il répondu. Merci. J'ai mis le téléphone dans ma poche et je suis allé à mon bureau où les plans du projet Solidarité Toi étaient étalés. Inès avait envoyé une proposition de drainage révisée que je voulais examiner avant la réunion de jeudi. Je me suis assis et je me suis mis au travail. Mercredi est arrivé et Julien a appelé à 19h08, ce qui signifiait qu'il était nerveux. J'avais toujours été capable de le deviner chez lui. Salut, dit-il. Salut. Un silence. Comment se passe le projet de logement? Très bien. On a commencé les terrassements la semaine dernière. C'est génial. C'est vraiment bien, papa. Il semblait sincère. En fait, j'en ai parlé à l'un de mes investisseurs. Il se trouve que sa mère cherche exactement ce genre d'endroit. Je ne sais pas si c'est une information utile. Ça pourrait l'être. J'en parlerai au directeur. Un autre silence. C'était la danse habituelle autour de ce qui devait être dit. Je vois quelqu'un. Un thérapeute, a dit Julien, depuis le mois d'août environ. Chloé et moi y allons aussi. Pas seulement ensemble, séparément. Aussi. Il s'est arrêté. Je ne dis pas ça pour me faire bien voir. Je le dis parce que c'est lié à ce que je veux te dire. D'accord. J'ai beaucoup réfléchi à la raison pour laquelle j'ai agi comme je l'ai fait à la fête. Pas seulement à la fête, mais avant aussi. Depuis quelques années, honnêtement. Sa voix était prudente, comme s'il lisait quelque chose qu'il avait préparé. Je pense que j'avais honte de là d'où je venais. Pas de toi, mais de l'aide dont j'avais besoin. Comme si les gens voyaient à quel point tu m'avais aidé, ils penseraient que je n'avais pas réussi par moi-même. Et alors, je t'ai réduit pour me sentir plus grand. Et c'était mal. Je suis resté silencieux un moment. C'est une chose plus difficile à dire que ce que la plupart des gens arrivent à faire, ai-je dit. Il a fallu quelques mois de thérapie pour en arriver là. Je sais. Je suis désolé, papa. Je suis désolé pour la fête. Je suis désolé pour les années précédentes où je t'ai fait sentir comme une simple note de bas de page. Tu n'es pas une note de bas de page. J'ai pris une inspiration. Par la fenêtre, le quartier était sombré. Calme. Le chien dormait par terre à côté du bureau. Les plans de Van étaient toujours là devant moi. J'accepte tes excuses, ai-je dit. Je veux que tu le saches. Mais j'ai aussi besoin que tu saches que ces excuses sont le début de quelque chose, pas la fin. La confiance prend du temps. Je sais. Je ne ferme pas la porte. Je te dis que la porte est entr'ouverte, pas grande ouverte. C'est juste. Et Julien, le deuxième versement est dû en mars. Ah. L'heure. Sans que j'aie à le demander. Un court silence. Il sera là. Bien. Nous avons parlé encore 20 minutes. Il m'a interrogé sur la maison de Van. Je lui ai posé des questions sur son entreprise.
il a mentionné un nouveau contrat important avec un réseau hospitalier, ce qui semblait être un véritable progrès. Je ne lui ai pas dit que j'étais fier de lui parce qu'il était trop tôt pour cela, et cela aurait sonné comme si je lui pardonnais plus que je n'en étais capable. Mais je le pensais. Après avoir raccroché, je suis resté assis un moment avec mon café refroidissant dans la main. Il y a 6 mois. J'étais invisible dans une pièce que j'avais aidé à construire. Maintenant, j'étais consultant sur un projet qui allait loger 48 personnes qui en avaient besoin. J'avais une maison à Vannes en train de redevenir un foyer. J'avais une fille qui m'appelait tous les dimanches et venait avec des plats italiens quand j'en avais besoin. J'avais une reconnaissance de dette signée dans un dossier juridique qui disait que la vérité existait, que mon poids était réel, que je n'étais pas une note de bas de page. Et j'avais, pour la première fois en 6 ans, une vie qui me semblait être la mienne. Le projet de logement a eu sa cérémonie officielle de pose de la première pierre par un froid matin de novembre. Un petit rassemblement d'élus locaux, de membres de la communauté et de l'équipe du projet. Le directeur m'a demandé de dire quelques mots. Je ne suis pas un homme de discours, mais je me suis tenu là, face au vent, et j'ai dit ce que je pensais vraiment, que le logement, c'est la dignité, et que la dignité est ce que les gens méritent à la fin d'une vie de travail. Et que j'espérais que chaque personne qui vivrait ici un jour le ressentirait. Après, Inès m'a tendu un café et m'a dit sans préambule, vous restez pour la phase 2, n'est-ce pas? Personne ne m'a parlé de phase 2. C'est moi qui vous le demande. J'ai pris le café. Derrière elle, le terrain vague était balisé par des piquets d'arpentage, l'ossature de quelque chose qui finirait par être réel, solide et utile. Oui, ai-je dit, je reste. Elle a hoché la tête comme si c'était réglé et s'est remise à discuter avec l'architecte. Je suis resté là encore une minute dans le froid, à regarder ces piquets plantés dans le sol, pensant à ce qu'on construit, à ce qu'on laisse derrière soi, et à la différence entre les deux.